à l'entrée du fort d'Ebenemal, le fort belge. Le fort belge, quasiment sur la frontière hollandaise et allemande, qui a été tristement célèbre par sa prise en même pas 24 heures par les planeurs allemands et l'armée allemande le 10 mai et le 11 mai 1940. Alors voilà, je vais faire une visite de ce fort. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc voilà l'entrée. Voilà. C'est un fort musée évidemment, c'est visitable, c'est pas un urbex. Un des forts les plus puissants des forts de Liège. C'est le plus puissant qui a été pris le 11 mai 1940. Voilà. Voilà donc ici l'entrée du fort, l'entrée officielle du fort. On voit que le style est assez différent des ouvrages de la ligne Maginot. C'est un fort qui est encore de conception, je veux dire, avant 1914, les decks de modernisation. Et ici, et au loin ici, un fort un petit peu plus loin, blockhaus, et un mur d'escarpe ici, qui rappelle encore les forts du 19e et du début du 20e siècle. Alors ce fort-ci a été construit en même temps que la ligne Maginot, entre 1932 et 1935. Et il gardait la zone du canal Albert, qui devait normalement empêcher les Allemands de passer vers Liège, de franchir le canal Albert. Il devait tenir plus de 4 jours avec les autres forts, qui étaient censés ralentir l'avance allemande avant que les alliés français et anglais ne viennent à la rescousse de l'armée belge. Mais voilà ce qui s'est passé. Les Allemands ont préparé de longue date la première opération aérienne par parachute, par planeur. Je veux dire, les planeurs se sont déposés sur les dessus du fort et ont réussi à neutraliser toutes les tourelles et tous les canons du fort en parachutant sur la surface, en déposant des planeurs sur la surface à l'aide de charges creuses, qui était une nouvelle arme qui a permis de neutraliser quasiment tout le fort, qui n'a pu résister que très peu. Et a dû se rendre le 11 mai vers 10-11 heures du matin, ce qui a permis à l'armée allemande de franchir le canal Albert, de foncer sur Liège et Namur. Donc les troupes alliées franco-anglaises ont un peu été dépourvues à ce moment-là, quoi. Voilà, bon, on va le visiter. Voilà le côté du bloc d'accès au fort. Donc il y a un escalier ici qui va peut-être me mener vers les autres casemates en surface. On verra bien. Alors il ne faut pas la visite guidée spéciale où il vous montre un bloc de combat. Exactement comme le musée visitable de Maginot, c'est un peu le même. La montée ici c'est du sport.
Alors voici une des grosses casemates de l'ouvrage. Avec un canon de 75 ou 80, il faudrait que je me renseigne. Avec une embrasure, somme toute qui fait fort penser aux ouvrages Maginot. Mais les casemates ne sont pas les mêmes. C'est une facture totalement différente. Sans doute que ces blocs ne sont pas visitables à l'intérieur, malheureusement. C'est l'avantage quand c'est abandonné, on peut tout faire. Voilà déjà un des blocs, on va encore découvrir d'autres. Voilà, ici je suis sur le toit d'un bunker, dont on voit le mur de contre-escarpe là en bas. Donc le bunker contrebattait tout ce qui pouvait rentrer dans ce fossé. C'est vrai qu'il était bien restauré. Et ici une coupole, une des coupoles du fort. J'en envoie une autre là-bas encore, qui a été détruite par la charge creuse dont on voit l'impact ici. Donc cette fameuse charge creuse concentrait l'explosion dans un seul point. Et avec le souffle de l'explosion, elle ne perforait pas la tourelle, mais dézinguait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Et plusieurs soldats ont été tués de cette façon. On peut voir la base du bunker, ça va être un peu plus dur. Donc cette tourelle malheureusement a été neutralisée très vite. Par les planeurs allemands qui se sont posés sur cet immense champ qu'on voit ici, entre 3h et 4h du matin, entre la nuit du 9 et du 10 mai. Et 11 planeurs, 2 ne sont pas arrivés, donc 9 ont réussi à se poser ici, et à peu près une dizaine de soldats à l'intérieur sont venus directement détruire les coupoles et les angles de tir avec les charges creuses. Et voilà encore un ouvrage, un des ouvrages qui protège les escarpes et contre-escarpes. Avec ici une sorte de cloche d'observation, équivalent des cloches GFM. Voilà. C'est assez casse-gueule de descendre là-dessous pour prendre une vue du restant, quoi. Voilà, des casemates quand même assez impressionnantes. Et voilà, encore une autre coupole qui a été détruite par une charge creuse à son sommet. Apparemment, il y a un petit escalier qui permet de descendre. On va peut-être pouvoir en voir plus. Et là-bas, on a une autre coupole, là-bas au loin. Je crois que ces forts étaient de conception beaucoup plus ancienne et gardaient la conception des forts de 1890, 1890. Ah bah, apparemment c'est fermé. Ouais, évidemment, comme c'est un musée, il n'y a pas d'accès. Bon, bah tant pis. Il y a apparemment une sortie de secours ici. Et voilà encore une casemate à 3 embrasures apparemment pour canon. Certaines casemates ça avait des noms, elles tiraient vers le nord, celle-ci. Ça s'appelle Visée 1, Visée 2, donc c'est le nom de la ville qui est pas loin d'ici. Voilà. Et enfin ici c'est dans la broussaille, c'est presque de l'urbex. Alors théoriquement je sais pas s'il y a un fossé diamant ou pas. C'est pas tout à fait le même que dans les ouvrages français. Je vais pas trop me risquer dans ces broussailles. On voit très bien la casemate comme ça. Voilà.
probablement visée 1 ou visée 2 sur ces casemates qui devaient tirer normalement vers le canal Albert et vers le canal vers Maastricht pour empêcher les Allemands de passer. Et c'est ces casemates-ci que les Allemands ont attaqué en tout premier quand les planeurs sont tombés. On s'étonne pourquoi les Belges n'ont pas réagi lorsque les planeurs ont atterri ici à 4 heures du matin. Il n'y a pas eu. Il faut dire que l'armée belge n'était pas en guerre. Hein, c'était encore seule la France et l'Angleterre étaient en guerre et l'armée belge n'était pas encore totalement mobilisée vu qu'elle n'était pas attaquée. Alors le matin du 10, il y a eu qu'une partie de l'effectif qui était dans le fort et qui a pu réagir, mais trop tard. C'était trop tard. Et ici, je tombe sur une magnifique casemate. Ça doit pas être très fréquenté ici, à mon avis. Il n'y a que de la broussaille. À mon avis, c'est une de ces casemates-ci. Cette stène s'appelait Visée 1, Visée 2 et Maastricht 1, Maastricht 2. Celle qui tirait vers le nord, c'est plutôt Maastricht. Celle-ci était détruite à la charge creuse dès 5 heures du matin, entre 4 et 5 heures du matin, par les pionniers allemands. Débarqués là, sur les planeurs, où les soldats belges n'avaient rien trouvé de mieux que d'installer un terrain de football pour qu'ils puissent s'entraîner. Nous n'étions pas en guerre. Donc les Allemands ont vite repéré ce immense terrain. Et les planeurs se sont gentiment déposés là à 4 heures du matin le 10 mai. Et voilà, ils ont attaqué le fort. Et ces grosses casemates ont été neutralisées directement. Ici, un créneau pour mitrailleuse. Bon, malheureusement, c'est pas rentré dedans. Ça, c'est pas possible. Vu qu'il s'agit d'un musée. Très belle casemate. Et voilà, encore une casemate qui protège les scarpes. C'est-à-dire le mur qui fait le tour du bloc, de l'ouvrage. Voilà, casemate encore en très bon état. Visiblement, elle n'a pas servi beaucoup, ou elle n'a pas été attaquée. Bon, je suis trempé tellement il pleut et je marche dans la broussaille. C'est encore une embrasure de mitrailleuse. Voilà. Bon, on continue dans la forêt ce coup-ci. J'espère que le chemin va dans le bon sens. Et voilà, encore une casemate perdue en plein dans la forêt. Encore une casemate pour 3 canons qui a visiblement été entièrement bouchée. Sans doute pour interdire l'accès. Ah là au milieu il y a encore un canon. Là. Ah oui, si on sait s'approcher. C'est impressionnant. Incompréhensible comme un fort de cette puissance a pu tomber en à peine 2 jours, même pas 2 jours quoi. Voilà, un beau petit canon. Fait penser au canon 47 anti-char. Et ici encore, c'est du 75 je pense, je ne sais pas sûr. Voilà, bon, on continue. J'aurais fait quelques kilomètres à pied là. Ben voilà, nous arrivons tout doucement vers l'entrée. Donc voici ici en descendant du bois, de l'espèce de forêt où j'étais. Encore une casemate de flanquement ici, du fort. Apparemment il était complètement défoncé pendant la guerre et ils l'ont embouché quoi. Ici un créneau de mitrailleuse. Et un autre créneau de mitrailleuse. Alors, on ne peut pas avoir d'accès.
Et là-bas la casemate d'entrée. Voilà, de l'autre côté, voilà, mitrailleuse. Ceci servait probablement pour l'aération. Ici un énorme canon. Je ne sais pas exactement la cylindrée. Ah oui, il y a une porte là. Bon bah, il n'y a pas lieu d'avoir tellement de monde. Ça fait penser à du Maginot quand même. Même conception, même époque. Carte de Belgique qui fait effectivement le champ de bataille de l'Europe. Et surtout la région de Liège, proche de l'Allemagne. Construction des premiers forts. Au début, la Belgique a servi de rempart contre la France, après l'époque napoléonienne, et même bien avant d'ailleurs. C'est un pays qui a toujours été un carrefour entre les grandes puissances, surtout la France et l'Allemagne. Ce sont les forts de Liège avant 1914, certains que j'ai déjà visités d'ailleurs. Voilà. Bon, nous allons continuer. En 1914, donc les Allemands sont passés par la Belgique avec le plan Schlieffen afin d'attaquer la France par le nord. Et voilà, 10 mai 1940, le plan dit Manstein. Les Allemands devaient passer par la Belgique, mais le gros des forces a traversé les Ardennes à Sedan. Et pour passer la Belgique, il fallait passer par le canal Albert, donc réduire ce gros fort qui a été installé ici, à Ibenemal, près de Maastricht. Donc il fallait absolument qu'il soit pris. Et ça a été préparé des mois et même des années à l'avance. Premier atterrissage de planeur sur la surface du fort, afin de réduire les défenses par au-dessus. Chose qui aurait été impossible sur la ligne Maginot, car chaque fort était construit dans le but de défendre son voisin. Donc si le fort ici était attaqué par le dessus, il y aurait eu un fort voisin, il aurait pu tirer sur la surface du fort et anéantir l'attaque. Un système de chaudière apparemment, pour chauffer les locaux à mon avis. Des vestiges de l'ancien pont de Cannes, qui est sur la ville de Cannes qui passe au-dessus du canal Albert, en direction, en venant de Maastricht, qui a sauté en 1940. Normalement, les premiers objectifs étaient les ponts, il fallait faire sauter afin d'empêcher l'ennemi de passer. Et le fort ici était très bien placé afin de protéger toutes les rives du canal Albert et d'empêcher les Allemands de passer.
C'est pour ça qu'ils ont entraîné des troupes pendant plus de 6 mois en Allemagne, dans la région de Cologne. C'était des commandos allemands qui ont été déposés par planeurs sur la superstructure du fort ici. Et qui ont réussi à neutraliser toutes les défenses du fort à l'aide de charges creuses, qui était une arme nouvelle à l'époque. Chose qui était impensable sur la ligne Maginot, comme j'avais dit tantôt. Chaque fort de la ligne Maginot protégeait son voisin. Donc si un des forts était attaqué, ça a été le cas, comme à Fermont par exemple. Le fort voisin, comme Latirmont et d'autres, lui venaient tirer sur les superstructures et ont mis à mal l'opération allemande, quoi. Des coupoles qu'on appelle tourelles sur Maginot, voilà. C'est du même type, du même genre. Les coupoles avec un balancier, un contrepoids. Et les canons, peut-être probablement des canons jumelés aussi, exactement. Coupole de 75 ou 75 pour la Belgique. Même type, même principe que celle de Maginot. Voilà le modèle d'un des fameux planeurs qui transportait des troupes qui se sont posées sur le fort. C'est une toute première dans l'histoire dans l'histoire militaire. La première opération aéroportée de l'histoire. Apparemment, c'est une pompe à eau, c'est une puits à eau. Il fallait faire des forages à grande profondeur ici pour avoir l'eau courante dans l'ouvrage. C'est une série de locaux de musée avec une série de collections de matériel. Et un géant parmi les forts, oui. Un flingue, un fameux cascadrion. Là, si je ne me trompe pas, c'est le casque hollandais de l'époque. Un tétraèdre, toute une série de défenses anti-chars. Et voilà la surface du fort en photo là derrière à l'époque. Donc il était très facile d'atterrir sur la surface. Les fameuses charges creuses qui ont permis d'anéantir les défenses du fort. Petite note d'humour. Les toilettes. Voilà, l'infirmerie de l'ouvrage. Très bien reconstituée en tout cas.
Dans l'attaque du 10 ou 11 mai 40, il y a eu pas mal de blessés au tout début qui ont dû être soignés immédiatement. Voilà, tout le matériel de l'époque, les années 30. Et voilà, la chambrée de l'infirmerie, l'hôpital si on peut dire. Avec toujours ces bons vieux lits militaires. Voilà, soldats blessés qui étaient soignés ici. Et ici nous sommes dans les cachots. Ça c'est pour les soldats qui étaient punis. Voilà. Soldats prisonniers. Voilà, je me retrouve à l'entrée du fort à nouveau. Toujours l'inconvénient, on ne sait pas monter dans les blocs de combat, un peu comme dans certains musées Maginot. Voilà, on trouve ici le bloc d'entrée avec le canon qui se trouvait. Voilà, une petite image à quoi ressemblent les blocs de combat. Avec un énorme canon qui doit être un canon 75 ou 60 ou 150, je ne sais pas. Voilà, alors ici l'éternel système, le système belge de toiture des blocs, le système d'Ijoa, qui a été inventé dans les années 30 et qui a été probablement imité des Allemands également. Voilà, donc c'est le bloc d'entrée assez différent des magasins munitions de la ligne Maginot, quoi. Avec cette petite galerie, je vais quand même y aller. Après, je vais essayer de voir les blocs à l'extérieur. Ici, voilà encore un support de canon. Et c'est toute la partie protection du bloc d'entrée qui est également un bloc de combat. Et ici, ça a disparu apparemment. Ça devait être un projecteur apparemment. Et ici, probablement la cloche. Ça, on connaît bien la ligne Maginot. Équivalent de la cloche GFM. Voilà, bon, on va essayer de visiter les autres blocs en surface. Il y a certainement une promenade qui fait le tour des blocs. Voici encore ici un montage qui a été fait avec des mannequins. Bon, ce musée est très bien fait, ça je le recommande. Voilà. Ici probablement une mitrailleuse. Peut-être fabriqué par la FN à Estal, usine d'armement. Bon, je vais essayer de sortir. Et alors, je vais faire la balade à l'extérieur. Partie du bloc. Voilà. Sortie du bloc. Hommage aux soldats qui sont décédés au fort et dans la région.